Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Romain Croès. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Bergerot. Romain Croès, vous avez été commandant de bord puis instructeur. Vous êtes considéré comme l'un des meilleurs spécialistes des systèmes intelligents en automatisation dans l'aéronautique. Votre engagement syndical vous a amené à vous intéresser à l'économie, à la recherche sur la productivité et le management. Vous avez déjà publié 3 ouvrages, on avait d'ailleurs évoqué ensemble le deuxième. Malade de la dette en 2021, surchauffe l'inflation ou l'enflure économiste, et le dernier que l'on va présenter aujourd'hui. Face au désordre, comment échapper au régime des partis et à la dissolution de la France, tout un programme. Alors peut-être pour commencer avec vous, monsieur Romain Croès, excusez-moi, j'en perds mon stylo. Partir de votre titre, pourquoi remettez-vous en cause, mettez-vous en cause le système des partis, le système partisan? Eh bien, dès 1946, le général de Gaulle avait avait compris que le régime des partis serait impuissant à mettre au point des projets de long terme pour la nation. Il l'avait déclaré d'ailleurs à cette époque, et il l'avait déclaré devant l'Assemblée constituante. Et je crois qu'avec le recul, maintenant, on peut constater qu'en effet, il avait raison. Et aujourd'hui, le régime des partis a abouti à une impuissance de l'Assemblée nationale qui est manifeste. Les parlementaires n'ont pas été capables d'endiguer les assauts du pouvoir exécutif sur le législatif. Ils n'ont pas été capables d'empêcher la mainmise par le ministère de l'Intérieur sur les enquêtes judiciaires. Donc sur le pouvoir judiciaire, il n'y a plus de séparation des pouvoirs aujourd'hui, et c'est le bilan du régime des partis. Il est donc urgent mais nous en parlerons peut-être plus tard, de trouver une nouvelle formule. Est-ce que vous reprochez aussi à ce système partisan sa dépendance vis-à-vis du système bancaire? Je ne suis pas certain que ce soit le système bancaire. Parce qu'ils sont tous dépendants du système bancaire pour faire leur campagne. On a vu par exemple que Marine Le Pen et son parti n'ont pas pu contracter un emprunt auprès des banques françaises pour la dernière présidentielle et qu'elle a dû aller en Russie pour cela. Oui, alors ça concerne les campagnes électorales. Je dirais que c'est de l'ordre de la cuisine. Ouais. C'est pas le plus grave, quoi. Bah c'est quand même les banques qui permettent aux partis de faire une campagne électorale. D'aller manger à la soupe, quoi. Oui, sans doute. Mais quels que soient les partis politiques, la preuve est faite avec un recul de 50 années, quels que soient les partis politiques, le simple fait que l'Assemblée nationale et le Sénat soient toutes deux aux mains des partis politiques, nous conduit dans l'impuissance, et surtout l'impuissance à imposer une politique indépendante. Du fait de cette impuissance, nous sommes tombés sous la dépendance des États-Unis. Alors, vous parlez, Romain Croès, d'une subversion de la civilisation par la normalisation de désirs infantiles, d'appropriation et de pouvoir absolu. Moi, ça me fait penser à quelqu'un tout de suite. Oui, exactement. Qui est au sommet de l'État. Mais vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient cette manie, cette tendance? C'est ce que Sigmund Freud appelle le retour du refoulé. C'est-à-dire que cette tendance existe donc chez les petits-enfants, on les connaît. L'éducation réprime ces tendances, mais sous certaines conditions, donc qui sont celles du pouvoir actuel notamment, elles reviennent en force. C'est-à-dire que les gens qui sont au pouvoir retrouvent leurs instincts infantiles, donc d'appropriation et de domination. Et
D'autre part, alors là c'est beaucoup plus grave parce que c'est l'anticivilisation qui est à l'œuvre, on voit ce retour dans dans le mouvement LGBTiste, le transsexualisme, le transhumanisme, c'est-à-dire tous ces nihilismes. Oui, qui sont des nihilismes de la civilisation. Et qui prétendent créer, par exemple, pour ce qui est du transhumanisme, un être supérieur à nous, à notre image. Un peu la genèse à l'envers, quoi. C'est l'ère de l'individualisme, de l'être tout-puissant, oui, tout-puissant. L'enfant unique, quoi, qui réclame tout ce à quoi il a droit. Tout ce à quoi il croit avoir droit, oui. Alors, vous vous attaquez à ce qu'on appelle l'économie politique, vous la qualifiez carrément de poison intellectuel. C'est quoi le problème avec l'économie politique? Alors, le problème numéro 1, c'est que cette discipline repose à l'origine sur le postulat selon lequel les ressources naturelles seraient gratuites et illimitées. Ce postulat n'a toujours pas été explicitement récusé. Bien sûr, on ne le met plus en avant, mais moi je l'ai rencontré dans les manuels à la fin du siècle dernier, dans les manuels pour les étudiants, où on disait l'économie, la science économique ne s'intéresse qu'à ce qui est rare, et les ressources naturelles sont gratuites et illimitées. Alors ça, c'est le premier problème de l'économie politique. Là-dessus, David Hume a formulé un certain nombre d'autres postulats qui gouvernent toujours la politique économique à peu près dans le monde entier. Alors, ces postulats remontent quand même au XVIIIe siècle, on les a jamais remis en question. Depuis lors, 2 autres postulats sont venus s'y appuyer. Le marxisme et le keynésianisme. Ah non, je ne parle même pas du marxisme et du keynésianisme. Le marxisme, j'en dirai un mot après, si vous voulez bien. Non, les deux grands postulats nouveaux de l'économie politique, c'est d'abord celui de Walras, selon laquelle les marchés sont en équilibre général, à la condition d'une libre concurrence. Or, la libre concurrence n'est pas un état stable. C'est une transition vers le couronnement du vainqueur. Hein. Et la preuve, c'est que les plus forts l'emportent dans la concurrence, ce sont les plus forts qui l'emportent et qui imposent leurs lois. La libre concurrence mène au monopole. Elle mène soit au monopole, soit à l'entente, obligatoirement. Et à la soumission, quoi. Et la meilleure preuve, c'est qu'il faut un tas de règlements pour l'imposer, sans lesquels elle n'existe pas. Le deuxième postulat qui était ajouté donc à ceux de David Hume, c'est celui des prétendus, vous savez, des anticipations rationnelles. C'est-à-dire que les agents économiques seraient capables d'anticiper l'avenir, en quelque sorte, et que leurs anticipations, du fait même qu'ils anticipent quelque chose, eh bien, ça arrivera. On est dans l'animisme complètement. Et Lucas, qui est donc l'inventeur dans les années 90 de ce postulat, évidemment admettait que ça pouvait ne pas marcher. Alors il avait une explication. Il disait, si les anticipations des agents économiques ne se réalisent pas, eh bien c'est parce qu'au départ ils ont été mal informés. Autrement dit, si les économistes étaient bien informés, ils pourraient nous prédire l'avenir. Donc, vous voyez, on voit que l'économie politique qui impose, par exemple, la manipulation des taux d'intérêt, qui détruit l'économie partout, hein, y compris en Russie, en Chine, partout. Hein. Oui, le rabaissement, l'abaissement des taux d'intérêt. Non, c'est le contraire, c'est l'augmentation des taux d'intérêt qui fragilise l'économie réelle. Et cette économie politique est devenue un poison parce que elle s'oppose à l'avènement d'un monde
serein, et notamment d'un monde qui règle les problèmes écologiques à la racine, c'est-à-dire qui met un terme à la course aux gains de productivité, voilà, qui sont l'origine de tous les problèmes écologiques. Alors, en ce qui concerne nos institutions, vous dénoncez ici un délire orwellien qui enfle avec une rapidité étonnante. Pensez à quoi exactement sur les institutions? En même temps. Alors, en même temps, en même temps macronien qui rend fou, qui est le double bind de la psychanalyse. C'est-à-dire que la censure protège la liberté d'expression. Et ça a été dit, je n'invente pas, que la guerre, c'est la paix. Oui, si on veut faire la paix, il faut faire la guerre. Voilà, et la soumission, c'est l'indépendance. Puisque nous allons vers une fédéralisation donc, de l'Europe, c'est-à-dire une dissolution de la France. Et c'est, nous dit le Godluro du Faubourg Saint-Honoré, que c'est normal, que c'est le chemin de la souveraineté. Voilà, c'est Orwell, dans le texte. Sur le capitalisme aussi, vous dites qu'il est utilisé en Occident, tel qu'il est utilisé en Occident, il est entré en phase régressive. Comment vous expliquez cette régression alors? Eh bien, parce que le capitalisme n'a jamais été en équilibre que lorsqu'il était en expansion. Du fait justement de la course au gain de productivité, il épuise les ressources, le potentiel des ressources accessibles, et il ne peut les régénérer que par des conquêtes extérieures, par la découverte de nouveaux gisements, de nouvelles populations, de nouveaux territoires. Eh bien, on a fait le tour de la planète. Bientôt, la planète est entièrement conquise, et donc le capitalisme n'a plus cet exutoire. Bon, si on se mettait à chercher, comme c'est interdit aujourd'hui en France, des puits de pétrole ou de gaz, on en trouverait en Guyane. Sans aucun doute, oui, il y a encore un potentiel, mais il est fini. Il est fini. C'est un potentiel fini. Donc on va vers la transition énergétique alors? En ce moment, pas du tout. On parle de transition énergétique, mais en fait, vous voyez bien qu'il n'en est rien, et que, par exemple, en Allemagne, on a remplacé l'énergie nucléaire par le retour au charbon. Donc, on est très loin d'une vraie transition énergétique. Il faudrait renouveler le parc nucléaire. Ouais. Une croissance nulle, c'est l'un des thèmes que vous abordez. Les libéraux vont vous tomber dessus avec une telle idée. De toute façon, c'est obligatoire. Pourquoi? Lorsqu'on augmente la productivité au-delà des cycles naturels, on puise dans le potentiel des ressources. Comme une rente annuelle puise dans le capital quand elle est consommée en 10 mois, par exemple. Il est bien évident qu'il y a une limite à cela. On ne peut pas continuer à puiser dans le potentiel des ressources naturelles. Donc, il faut cesser la course au gain de productivité. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste la démographie. La démographie qui est le seul et unique facteur de croissance. Quand on regarde les courbes, on s'aperçoit que c'est le seul facteur de croissance. Et, il n'est de richesse que d'hommes. Pardon? Il n'est de richesse que d'hommes. Mais bien entendu, c'est le travail qui fait les richesses, c'est bien connu. Et donc, cette démographie, tout va dépendre de la démographie, mais elle aussi, elle peut procéder de l'atteinte au potentiel, si elle est trop forte. D'ailleurs, c'est à l'origine de l'expansion de l'homme sur la Terre, tient
à ce facteur démographique qui fait qu'au bout d'un moment, il n'y a plus suffisamment de ressources localement accessibles, les hommes sont allés les chercher ailleurs. C'est ce qui est normal. Bon. Seulement maintenant, la conquête de la planète est pratiquement terminée. Alors vous parliez des nouveaux gisements qu'on peut retrouver. Certes, il y a encore de la marge. On peut retrouver un tas de gisements. Il n'empêche qu'ils sont finis. Ils sont finis. De toute façon. On est en plein boom sur l'intelligence artificielle. On a vu apparaître ce fameux chat GPT. Vous dites que l'innovation cognitiviste peut servir la réaction totalitaire d'un pouvoir politique aux abois. À quoi, quel type de dérive vous pensez? Eh bien, il s'agit de mettre en application une croyance selon laquelle des machines pourraient remplacer le cerveau humain. Et cette croyance est largement répandue, elle est à la base de la prétendue intelligence artificielle, ce qui fait que s'ils en ont le pouvoir, les gens qui détiennent cette croyance la mettent en application. Or, ils sont précisément écoutés assidûment par des politiciens qui sont dépassés par les problèmes et qui sont donc enclins, ils le disent d'ailleurs de plus en plus, à remplacer un certain nombre de métiers par l'intelligence artificielle, et pas des moindres. La médecine générale, les juges, les avocats, il y a encore une catégorie que j'oublie, et ça, c'est ça la dérive. C'est dramatique parce que, d'une part, ça va évidemment dégrader les services en qualité et en sécurité, et puis, d'autre part, ça va fermer des filières de formation qu'on finira par regretter un jour. Vous vous attaquez aussi, Romain Croès, au management. Vous dites qu'il est toxique pour la société. Ça vient d'où, le management, les techniques de management? Écoutez, c'est assez vaste, mais enfin, un historien dont le nom m'échappe à l'instant a trouvé que l'origine était du côté des nazis, et du côté du nazisme. C'est le nazisme qui aurait inventé le management. Et en effet, on retrouve certaines pratiques qui peuvent rappeler... Quel genre de pratiques? Eh bien... le fait d'imposer aux individus des objectifs sans leur donner les moyens de les atteindre, c'est-à-dire en les contraignant à violer les lois et les règlements, par exemple, pour parvenir à l'objectif qui leur est fixé. C'est la course à l'échalote, quoi. C'est grave, parce que les gens risquent de perdre leur emploi et sont donc obligés de se mettre dans l'illégalité du point de vue des règlements. Ça, c'est un exemple, il y en a d'autres. Et alors actuellement, l'exemple le plus flagrant, c'est le remplacement, comme on ne peut pas remplacer un cerveau humain par un cerveau électronique dans la réalité, eh bien, le management est en train de transformer les humains en robots par le moyen des procédures et protocoles. C'est-à-dire que quand on ne peut pas installer un cerveau électronique en lieu et place d'un cerveau humain, eh bien, on transforme le cerveau humain en cerveau électronique en mettant devant lui des procédures et des protocoles qu'il doit suivre à la lettre, comme une machine. Alors, vous militez, et vous l'expliquez dans votre ouvrage, Romain Croès, pour une sortie rapide de la France de l'Union européenne. En revanche, vous ne faites pas de la sortie de la France de l'euro une urgence. Expliquez-nous ça. Eh bien, parce qu'il y a le problème de la dette extérieure. Tant que l'euro est une monnaie de réserve, il faut s'en servir pour racheter la dette extérieure. On a cette possibilité-là. C'est-à-dire le déficit de la balance commerciale? Non, je parle de la dette elle-même. Oui, enfin, ça en fait partie, bien sûr, c'est le déficit. Qu'est-ce que vous entendez par dette extérieure? La dette de ce qu'on doit... les 3 000 milliards. Ah oui, voilà, ce qu'on doit la dette publique. À l'extérieur. Il n'y a pas seulement la dette publique, il y a aussi de la dette privée, c'est très important. Oui. Alors, on peut racheter cette dette tant qu'on a une monnaie de réserve.
Mais l'euro ne restera pas éternellement une monnaie de réserve. Pourquoi ? Parce que le dollar est menacé, l'usage du dollar est menacé. Alors il faut se rappeler que le fait que le dollar soit utilisé dans le reste du monde par tous les autres pays entre eux, et pas seulement avec les États-Unis, ça se résout comme un tribut payé par le reste du monde aux États-Unis, et qui permet justement de subventionner l'armée américaine et toutes les guerres que mènent les États-Unis. Alors, cette latitude est menacée par les BRICS, c'est-à-dire par des gens qui ne veulent plus commercer entre eux en dollars. Donc, cette menace risque ne risque pas, elle finira par se servir de l'euro comme marchepied, comme victime expiatoire. Ça s'est déjà vu. Lorsque le dollar or était en crise dans les années 60, il s'en est sorti provisoirement jusqu'en 71 par la dévaluation de la livre sterling. C'est la livre sterling qui a été sacrifiée. Eh bien, cette fois-ci, il va se passer la même chose. Les États-Unis, déjà, commencent à sacrifier l'économie européenne à leur profit par les sanctions. Et maintenant, ce qui est menacé, c'est l'euro en tant que monnaie de réserve. Il va y avoir une offensive du dollar contre l'euro, c'est obligé, parce que comme le dollar recule dans les transactions internationales, les oligarques américains vont vouloir compenser ça et vont le faire. Et donc l'euro va perdre encore plus de sa valeur ? Ah ben l'euro est condamné par le fait même que le dollar est en crise. Alors il faut profiter de ce qu'il est encore monnaie de réserve pour racheter la dette extérieure. Après, on ne pourra plus. Alors justement, ce traitement de la dette, vous préconisez l'annulation de toutes les dettes résultant de crédit. Oui, à l'intérieur. Oui. Là, nous parlions à l'instant de la dette extérieure. Hein. Alors, à l'intérieur, oui, il va falloir faire ça pour sauver les entreprises, pour sauver les ménages. Vous savez qu'on en est déjà aux dettes alimentaires, au retour des dettes alimentaires. Ça, c'est une chose très grave. C'est une preuve de décadence de civilisation. Et donc, il est urgent, effectivement, de prendre une mesure, dès qu'il y aura changement de régime, car il en faut un, eh bien, il faudra un décret d'annulation des dettes, de remise à zéro des crédits. Ça ne pose absolument aucun problème à l'intérieur. Alors, vous évoquez un changement de régime et vous proposez dans votre ouvrage un projet constitutionnel pour remplacer la Ve République, dont, il faut le rappeler, elle en est à sa 25e ou 26e réforme, cette République. Oui. Qu'est-ce que vous proposez? À quoi ressemble votre modèle politique? Alors, c'est le problème du pouvoir juridique, législatif d'abord. Pourquoi? Parce que nous avons deux assemblées qui font double emploi. Toutes deux sont aux mains des partis politiques. Toutes deux constituent une représentation territoriale, puisque l'Assemblée nationale est élue sur la base des circonscriptions électorales qui sont localisées. Donc, il faut changer. Ce qui manque dans cette représentation, c'est la représentation sociologique de la nation. Et comment peut-on obtenir une représentation sociologique? Eh bien, d'abord, on en fait une matrice. On fait une matrice sociologique de la population. C'est ce que font les instituts de sondage, et avec un certain succès, comme on peut le vérifier. Donc, le remplacement de cette assemblée territoriale par une assemblée sociologique ne peut se faire. Et du même coup, d'ailleurs, ça permet de se libérer en partie du régime des partis que par le tirage au sort. Le tirage au sort des citoyens sur la base de cette matrice sociologique dont je parlais et dont les instituts de sondage ont fait largement la preuve de la validité. Alors ça, c'est pour le côté législatif. Alors ça, c'est le plus important. Ouais. C'est le plus important. Ça permet d'avoir une représentation territoriale qui est celle donc du Sénat par l'intermédiaire des départements et des municipalités.
et puis une représentation sociologique, celle de l'Assemblée nationale. Voilà. Pour les autres pouvoirs, qu'en est-il? Est-ce que vous prévoyez des changements pour l'autorité judiciaire? Alors, pour l'autorité judiciaire, il faut qu'elle conquiert complètement son indépendance. Et je veux saluer... Les magistrats du parquet obéissent au ministère de la Justice. Pas tellement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ne se laissent pas faire. Il faut saluer actuellement la résistance des magistrats au pouvoir macronien. Tous les jours, on se rend compte qu'il y a des gars qui assassinent des gamins et qui auraient dû être en tôle. Oui, mais ça... je veux dire, la résistance, elle est où, quoi? Oui, mais c'est organisé par l'affaiblissement du pouvoir judiciaire. La France n'a pas le nombre de magistrats correspondant aux autres pays européens. Nous sommes en sous-effectif de magistrats. Et les moyens sont de plus en plus limités par le pouvoir, justement, qui essaye, justement, enfin il n'essaye pas, il réussit à affaiblir le pouvoir judiciaire en lui refusant les moyens nécessaires. Pour pouvoir, précisément pour l'avoir à sa main. Et donc avec les conséquences que vous venez de rappeler, évidemment. Un point de conclusion, si vous voulez, Romain Croës, pour terminer notre entretien. Quelle force vous donneriez à ce projet constitutionnel pour qu'il se réalise? Il faut d'abord qu'il soit diffusé dans la nation, discuté. Diffuser, discuter, amender, compléter. Et quand la majorité du peuple se sera emparée de ce programme, d'un nouveau projet constitutionnel, à ce moment-là, les choses finiront par changer. Face au désordre, comment échapper au régime des partis et à la dissolution de la France, à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Merci à vous, monsieur. Merci à vous.